Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, bienvenue aux nouvelles. Merci d'être là et de me rejoindre ici chaque mardi à 14 heures. Je suis ravie de vous accueillir dans ce 10e épisode de Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, et vous le savez, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou, ni langue de bois pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika de Riche, écrivaine rentière dans l'immobilier et podcasteuse passionnée par la liberté financière. Pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer, comme ça ce sera fait. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un sujet fondamental. Pourquoi la liberté financière chez les femmes est-elle si importante? Nous allons explorer ce que cela signifie, pourquoi c'est essentiel, les obstacles à surmonter et comment poser les premières pierres à l'édifice de votre liberté financière. Alors, installez-vous confortablement et commençons. Et évidemment, comme d'habitude, mesdames, je vous invite à prendre de quoi noter, de prendre des notes. En effet, cet épisode est précieux et riche d'enseignements. Cet épisode se divise en 5 parties. Partie 1, qu'est-ce que la liberté financière pour une femme? Partie 2, pourquoi est-ce si important? Partie 3, quels sont les freins à cette liberté financière? Partie 4, par où commencer pour atteindre la liberté financière? Partie 5, le bilan. Et c'est parti. Partie 1, qu'est-ce que la liberté financière pour une femme? Comme beaucoup de gens, je pensais qu'il existait une définition de la liberté financière à laquelle chacune ajoute ses propres exigences. Mais en faisant mes recherches pour préparer cet épisode, je me suis rendu compte que j'avais tort. Toutefois, il y a une définition qui revient souvent, et cette définition est valable aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Voici la définition de liberté financière. La liberté financière est un concept récent en réponse à un autre concept aussi récent lui aussi qu'on appelle le rat race, le fameux métro boulot dodo. La liberté financière est donc le fait de vivre sans dépendre financièrement d'un emploi ou d'un système pour couvrir ses besoins essentiels. Merci Wikipédia. Donc ça, c'est la définition commune aux femmes et aux hommes. Pourtant, la liberté financière chez la femme est légèrement différente. En effet, la liberté financière d'une femme lui permet de ne pas dépendre financièrement de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, ni d'un emploi, ni d'un conjoint, ni d'un système pour couvrir ses besoins essentiels. Voici quelques chiffres pour illustrer mes propos. Une étude menée en 2023 révèle que 62% des femmes en Europe se sentent financièrement dépendantes de leur partenaire ou de leur famille. Aux États-Unis, seulement 31% des femmes se déclarent financièrement en sécurité. Être financièrement en sécurité, c'est avoir une situation financière stable et suffisamment solide pour faire face aux imprévus, atteindre ses objectifs de vie et maintenir un mode de vie confortable sans être constamment préoccupé par l'argent, ce qui implique plusieurs aspects. Petit 1, avoir une épargne d'urgence, la fameuse épargne de précaution dont je ne cesse de vous parler. Petit 2, l'absence ou la gestion maîtrisée des dettes. Petit 3, une capacité à planifier et à atteindre des objectifs financiers. Petit 4, un revenu stable et suffisant. Petit 5, la sérénité financière. Être en sécurité financière, c'est donc avoir un équilibre entre revenus, dettes maîtrisées et capacité à gérer les imprévus, tout en permettant de se projeter sereinement dans l'avenir. La sécurité financière est une étape clé avant d'atteindre la véritable liberté financière. De manière générale, on considère que la liberté financière pour une femme, c'est avoir une épargne de précaution qui couvre 3 à 6 mois de charges fixes et dépenses essentielles pour faire face aux imprévus, être en mesure d'investir au moins 20% de ses revenus mensuels pour se bâtir un matrimoine, pardon, 20% c'est un quart de vos revenus. Le patrimoine vient de pater, c'est-à-dire père, ce qui revient à l'homme, et matrimoine vient de mater, c'est-à-dire mère, ce qui revient à la femme, donc 20% de vos revenus pour vous constituer un matrimoine. Selon moi, dans cette définition de liberté financière pour une femme, il manque un élément important, très important même. À dire vrai, je pense que c'est primordial. Cet élément manquant, c'est le fait d'avoir plusieurs sources de revenus.
plusieurs sources de revenus. Je m'intéresse à la liberté financière depuis de nombreuses années, à dire vrai, depuis 2010, quand j'avais plus de 12 000 euros de dette et que j'étais mère célibataire. Je vous en parle dans les premiers épisodes de ce podcast. Dès que j'ai commencé mes recherches sur le sujet, il y a quelque chose qui m'a marqué et même chiffonné. C'est l'absence d'informations spécifiques pour les femmes. Je m'explique. Si vous faites vos propres recherches, vous allez vous en rendre compte vous aussi, la majorité du contenu sur l'argent, les sources de revenus et la liberté financière sont créés par des hommes. Et de manière générale, quand on explique aux femmes l'argent, on ne leur parle pas ou très peu de sources de revenus supplémentaires. Et on ne leur explique pas comment faire concrètement. D'après mon expérience, certes, on apprend aux femmes à créer leurs propres revenus, mais on ne leur dit jamais qu'elles peuvent en avoir plusieurs ni comment. Ce qui est entre nous est un comble parce que les personnes qui forment les femmes à la création de revenus ont, elles, plusieurs sources de revenus. Parce qu'elles savent qu'une seule source de revenus, ce n'est pas viable, surtout quand on est à son compte. Là, j'insiste évidemment sur le fait qu'il s'agit de ma propre expérience. J'ai 43 ans et deux entreprises. Personnellement, personne n'est venu m'expliquer comment faire ni que c'est une bonne chose d'avoir plusieurs sources de revenus. Car ainsi, je ne suis pas dépendante d'une seule source de revenus. C'est ce que je viens de vous expliquer, ce n'est pas viable. Pour étayer mon propos, voici un exemple sincère, concret et très d'actualité pour moi. Comme d'habitude, je vous partage un peu de moi, de mon parcours et de mon actualité parce que je ne suis pas une vendeuse de rêves. Je n'édulcore pas la réalité, je n'ai rien à gagner à mentir. Mes ventes de livres actuelles ne sont pas suffisantes pour que je puisse en vivre ni même me reposer dessus. Heureusement, je fais aussi de l'immobilier, deux sources de revenus. Même si mon chantier actuel est en cours, je tiens bon parce que je sais que je générerai des revenus locatifs réguliers selon la grâce d'Allah. Mon objectif, et le vôtre aussi, je suppose, est de vivre la vie dont je rêve sans avoir à me préoccuper de l'argent. Donc, je fais le nécessaire. Et pour être tout à fait honnête avec vous, une fois de plus et comme d'habitude, le fait que j'ai plusieurs sources de revenus et que je parle ouvertement d'argent sans complexe et sans scier gêne certaines personnes de mon entourage. Pour ces personnes-là et pour tant d'autres, je ne pense qu'au fric. Et de leur point de vue, ce n'est pas bien. C'est une tare. Pourtant, l'argent est une bénédiction, l'argent n'est pas une tare. Le fait d'avoir plusieurs sources de revenus contribue au fait de se sentir en sécurité financière et d'atteindre sereinement la liberté financière. Ce qui nous amène en douceur à la deuxième partie de notre 10e épisode. Partie 2. Pourquoi est-ce que la liberté financière chez la femme est si importante? Ça ne vous a probablement pas échappé, les hommes et les femmes ne font pas face à la même réalité. Nous vivons dans le même monde, au même moment, mais nous n'avons pas la même réalité. En vous expliquant pourquoi être une femme libre financièrement est important, vous comprendrez mieux. Petit 1, il y a ce qu'on appelle l'écart de salaire. D'après la Finance pour tous et Syndicalisme Hebdo, en France, les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes dans le secteur privé. L'écart tombe à 15% si l'on compare les emplois à temps plein. À poste équivalent, il est de 4%, ce qui reflète encore des discriminations ou différences structurelles. L'écart est encore plus marqué pour les femmes ayant des enfants, atteignant 29,5% pour les mères de 3 enfants et plus. Petit 2, la retraite. Les pensions de retraite des femmes sont en moyenne inférieures de 40% comparées à celles des hommes selon Syndicalisme Hebdo. Cela résulte des écarts salariaux cumulés tout au long de la carrière, ainsi que des interruptions ou réductions de travail pour raisons familiales. De fameuses réductions de travail parce que j'ai un enfant ou plusieurs enfants. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, en moyenne 6 ans de plus. 6 ans de plus, pardon. Elles ont donc besoin d'argent plus longtemps. Pour mieux comprendre ce que je vous dis, parce que là, ça fait quand même beaucoup de chiffres, pensez à comment les femmes âgées de votre entourage vivent et ce qu'elles disent de la retraite. Réfléchissez-y et vous comprendrez mieux ce que je suis en train de vous expliquer. Petit 3, les coûts liés au genre féminin. Vous avez certainement entendu parler de cette fameuse taxe rose. En 2021, une étude révélait que les produits marketés spécifiquement pour les dames, pour les femmes, coûtaient en moyenne 11% de plus que leurs équivalents masculins. Moi, je me souviens d'un média, je ne sais plus c'est lequel, qui expliquait que deux rasoirs jetables, équivalents en termes de qualité, valait plus coûter plus cher pour une femme que pour un homme parce que ça apparemment quand tu peins ton truc en rose, ça coûte plus cher. Cela s'ajoute à des dépenses spécifiques comme les produits d'hygiène, notamment les produits pour les protections périodiques, serviettes hygiéniques, tampons, cups ou encore culottes menstruelles.
Ou encore les soins esthétiques, incontournables entre guillemets évidemment pour répondre aux normes sociales. Sans oublier bien sûr le coût des rendez-vous gynécologiques ou encore la mammographie. Les femmes ont donc plus de dépenses que les hommes du fait de leur genre, parce qu'une femme a ses menstrues tous les mois, parce qu'une femme a des rendez-vous gynécologiques réguliers, parce qu'une femme fait un suivi de mammographie à partir de 40 ans. Pensez à faire les palpations, une palpation régulière, mesdames. Et si elle souhaite se maquiller, prendre des compléments alimentaires, qu'elle aime les produits dits féminins, elle paie un surplus de fait de cette, elle paie un surplus pardon, du fait de cette fameuse taxe rose. Toute sa vie. Petit 4, avoir une large latitude pour faire de vrais choix. Seule une femme sur trois en France, 34%, déclare avoir une réelle marge de manœuvre pour gérer ses finances ou investir contre 48% des hommes. Cette limitation peut s'expliquer par une éducation financière moindre et des responsabilités familiales accrues. En clair, la majorité des femmes a la tête sous l'eau et ne pensent pas à sa sécurité financière, non pas par manque de moyens, mais par manque d'instruction financière. Donc, en cas de pépin, elle n'est pas en mesure de faire face. Elle n'a ni les outils, ni les moyens nécessaires pour cela. Je vais partager quelque chose de douloureux, mais qui me paraît primordial pour étayer mon propos. Vous allez certainement l'entendre dans ma voix, je suis assez émue de vous en parler. C'est triste, je préfère vous le dire tout de suite, c'est triste, c'est même un drame. Lorsque j'étais en primaire, j'avais une amie qui s'appelait Amal. Je me souviens que sa mère était très douce, très gentille. Et quand j'allais chez Amal, mon amie Amal, tout se passait toujours très bien, sauf quand son père rentrait. Quand son père était là, l'ambiance changeait drastiquement. Plus personne n'osait parler, ni bouger. Je me souviens d'avoir parlé à ma mère qui m'a dit de ne pas y retourner si je ne m'y sentais pas à l'aise. J'avais 9 ans et je ne savais pas. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas ce que c'était. Un jour, alors qu'Amal et moi mangeons à la cantine, son père est rentré chez lui. Il était ivre. Il s'est disputé avec sa mère. Elle lui a tourné le dos. Il a alors posé un genou à terre et a délacé sa chaussure. Avec son lacet, il a étranglé sa femme. Ça s'appelle un féminicide. Meurtre avec préméditation. Après ce drame, j'ai appris que la maman d'Amal, pardon, que la maman d'Amal était illettrée, qu'elle n'avait pas de travail, pas d'argent et nulle part où aller. Toute sa famille était à l'étranger. Je ne vais pas vous donner le nombre de féminicides en France, en Europe et dans le monde, parce que ça me brise le cœur. Je vous laisse faire vos recherches si ça vous intéresse et que vous êtes assez courageuse pour voir ça. Quoi qu'il en soit, ces chiffres et cette histoire montrent une chose très grave. Malgré les efforts de prévention, les féminicides restent une problématique mondiale majeure, enracinée dans des normes et pratiques sociales qui tardent à évoluer. Je ne dis pas qu'on peut empêcher les meurtres et les agressions. Je suis réaliste. On ne peut pas empêcher les meurtres et les agressions. Ce que je dis, c'est qu'on peut se mettre en sécurité rapidement quand on sait très bien gérer son argent et qu'on en a de côté. Voilà, fin de la petite anecdote. Je pense que là, vous voyez clairement pourquoi est-ce que finir les dettes est aussi important pour moi. Petit 5, être et rester en sécurité. 70% des femmes estiment qu'avoir une épargne suffisante est crucial pour leur sécurité personnelle, mais une majorité d'entre elles n'arrivent pas à épargner régulièrement, souvent en raison de revenus moindres ou de dépenses imprévues liées à leur rôle dans le foyer. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que beaucoup de femmes, beaucoup trop, selon moi, sont la banque du foyer, le porte-monnaie. Elles financent le foyer, subviennent aux besoins du foyer. Et pour celles qui font 50-50, en réalité, elles n'ont pas les moyens de le faire, puisqu'elles sont souvent moins bien payées que leurs conjointes quand elles travaillent. Et si elles ne travaillent pas, elles doivent composer avec les minima sociaux. Là encore, le montant de ces revenus sont beaucoup moins élevés que celui de leur conjoint. De plus, si elles veulent se séparer de leur conjoint, cela leur est tout simplement impossible financièrement. Je crois que, hélas, nous connaissons toutes au moins une femme, et j'en ai une en tête d'ailleurs, qui veut se séparer ou divorcer et qui, pour le moment, ne le peut pas. C'est horrible. C'est horrible.
Et c'est pareil pour les opportunités qui passent sous le nez. Un emploi dans une autre région ou à l'étranger qu'on doit refuser parce qu'on n'a pas les moyens de déménager. Ça peut être aussi la maison dont on rêve, qu'on ne peut pas acheter, donc on reste dans cet appartement pourri, dans cet appartement qu'on déteste, bruyant et qui se situe dans un endroit ignoble et où le taux de criminalité est élevé. Ou encore la voiture qu'on ne peut pas faire réparer ou qu'on ne peut pas acheter par manque d'argent ou une mauvaise gestion. Du coup, on prend les transports, on est stressé, on est inquiète, on est fatigué, on est énervé. Ça se ressent au travail, on doit partir plus tôt, on loupe des heures, moments importants, et pas juste les moments de la pause clope. Hop, et zoula, la promotion nous passe sous le nez. Des exemples comme ça, il en existe des tas. Il existe des tas d'exemples plus ou moins dramatiques, plus ou moins graves et plus ou moins chiants. Mais je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris. La sécurité financière est une priorité. Petit 6, transmettre à nos enfants. Selon l'INSEE, les ménages dirigés par une femme seule disposent en moyenne de 20% de patrimoine, ou plutôt de matrimoine, en moins, 20% en moins que ceux dirigés par un homme. Cela limite la capacité de transmission d'un héritage ou à investir dans l'éducation de leurs enfants. Les mères célibataires ont une capacité d'investissement moindre. De plus, elles sont tellement préoccupées par le quotidien qu'elles accordent peu de temps à trouver des solutions. Heureusement, je constate que de plus en plus de femmes, célibataires ou non, se préoccupent de leur avenir financier. Et d'ailleurs, mesdames, c'est pour vous que j'ai créé Fini les dettes, le podcast et le livre éponyme, dont vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Petit 7, changer les mentalités. Le coût économique des inégalités de genre en France est estimé à 6,7% du PIB selon une étude récente, soit 150 milliards d'euros. Promouvoir l'égalité et la liberté financière des femmes aurait des répercussions positives non seulement sur elles, mais aussi pour l'économie globale. Ces données montrent que les femmes font face à des défis systémiques importants, ce qui souligne l'urgence de réduire les inégalités et de renforcer l'autonomie financière des femmes. Pour ma part, je pense qu'on doit atteindre cette précieuse liberté financière d'abord pour soi-même, évidemment, mais aussi pour montrer l'exemple aux autres femmes. Vous le savez certainement, si vous me connaissez dans la vraie vie, si vous me suivez depuis un moment, je pense que chaque être humain est l'exemple de quelqu'un. Chaque être humain est l'exemple de quelqu'un. Je crois aussi qu'en tant que femme, nous avons une responsabilité, celle de montrer aux autres femmes que c'est possible, que l'argent est un outil, pas une tare. Petit aparté, en islam, on considère l'argent comme une bénédiction et une épreuve. Parce que quand on ne sait pas bien gérer son argent, on commet des erreurs. On fait les mauvais choix et ces mauvais choix ont des conséquences sur notre quotidien, mais aussi sur notre santé dans sa globalité. Voici un exemple concret qui peut-être va vous parler. Lorsqu'on cherche un emploi par manque d'argent, on fait n'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi. On est tellement stressé par le manque d'argent qu'on prend le premier boulot qu'on trouve. Résultat, on est malheureuse, on n'est pas fier de soi, on perd confiance en soi. Souvent, les choses ne se passent pas bien au travail, ou bien c'est trop loin, ou ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Et on se console comme on peut, en utilisant l'argent à mauvais escient. Heureusement, heureusement, on peut sortir de ce cercle vicieux, mais pour ça, il faut dépasser ce qui nous freine réellement. Encore faut-il savoir ce que sont ces freins. Ce qui nous amène tranquillement à la partie suivante de cet épisode. Partie 3. Quels sont les freins à cette liberté financière? Il y a des choses, des situations qui empêchent les femmes d'atteindre la liberté financière. Mais rien d'insurmontable comme vous allez le voir. Petit 1, les stéréotypes de genre qui perpétuent l'idée que les femmes sont moins aptes à gérer l'argent que les hommes. Ces croyances profondément ancrées influencent à la fois les comportements individuels et les politiques économiques. Par exemple, petit a, les femmes sont souvent orientées vers des secteurs moins rémunérateurs ou jugées moins compétentes en négociation. Petit b, pardon, elles peuvent être perçues comme dépensières, ce qui les pousse à se sous-estimer et ou éviter les discussions financières. À ce propos, mesdames, dites-moi quelle est la phrase la plus aberrante que vous ayez entendue par rapport à l'argent et les femmes. Je commence. C'est une phrase qui m'était directement destinée, hein, pas du tout une généralité. Vous le savez, j'ai des difficultés à la marche du fait de la maladie rare dont je suis atteinte. De ce fait, je dois m'acheter régulièrement des chaussures à peu près toutes les 3 semaines parce qu'elles s'abîment vite.
Eh bien, vous voyez venir, on m'a dit que j'achetais trop de chaussures. On m'a dit, à plusieurs reprises, hein, tu dépenses trop d'argent dans les chaussures. C'est normal, t'es dépensière puisque t'es une femme. Voilà. À votre tour, dites-moi en commentaire une phrase bateau qu'on vous a dite et que vous avez entendue concernant l'argent et les femmes. C'est intéressant et puis autant en rire, hein. Petit 2, le manque d'instruction financière. Une étude montre que 58% des femmes dans le monde déclarent ne pas se sentir à l'aise avec les décisions financières contre 45% des hommes. Cela s'explique par l'absence d'éducation financière au sein des familles ou du système scolaire, la sous-représentation des femmes dans les secteurs financiers, créant un manque de modèles inspirants. Les conséquences, une dépendance financière accrue et une moindre capacité financière à investir pour l'avenir. La peur de se tromper, de mal faire, de se faire avoir. Cette peur est amplifiée par plusieurs choses, par un manque de confiance en leur capacité financière. Seulement 23% des femmes se considèrent bonnes en investissement contre 38% des hommes. C'est amplifié aussi par le risque d'arnaque ou d'erreur perçue comme plus grave, comme si c'était dramatique, ce qui conduit à l'inaction ou à l'acceptation de produits financiers peu avantageux. Il y a aussi l'écart de salaire, comme je vous le disais un peu plus haut en France. L'écart de salaire moyen entre hommes et femmes est de 15 à 16 et il atteint 28 et demi pour l'ensemble des actifs en incluant les temps partiels. Les causes incluent la ségrégation des emplois. Les femmes sont surreprésentées dans les métiers financièrement moins valorisés. Par exemple, personnel d'entretien, hôtesse d'accueil, hôtesse de caisse, mais aussi infirmière. La peur du qu'en dira-t-on. Dans certaines cultures, dans beaucoup de cultures, les femmes qui prennent leur indépendance financière sont jugées comme égoïstes ou déviantes. Par exemple, une femme qui cherche à gagner ou qui gagne plus que son mari est considérée comme une menace pour son couple, une menace pour son foyer. J'en bégaye parce que ça me rappelle que quand j'étais adolescente, une femme adulte de ma famille me disait très régulièrement que je devais gagner mon propre argent, jusqu'ici tout va bien, mais jamais plus que mon mari. J'étais adolescente, hein, donc loin de l'idée de me marier, parce qu'il ne pourrait pas le supporter, le pauvre. Ça allait détruire mon couple et ce serait de ma faute. Voilà, petite parenthèse terminée. Les décisions comme investir ou entreprendre sont souvent découragées, alimentant la crainte d'un rejet social. Et là, ça me fait penser à mon ex-époux qui m'a dit que j'étais égoïste quand j'ai décidé de reprendre mes études pour devenir styliste. Il m'a dit que je dépensais l'argent du foyer. Franchement, no comment. Tous ces freins, bien que très puissants, ne sont pas insurmontables. Heureusement. En combinant éducation, sensibilisation et soutien, chaque femme peut commencer à lever ses propres barrières et avancer vers une liberté financière pleine et entière. Ce qui nous amène tranquillement à notre quatrième partie. Partie 4. Par où commencer pour atteindre la liberté financière? Je suppose que si vous êtes encore là, en train d'écouter cet épisode, c'est que vous voulez atteindre la liberté financière. Bravo pour cette détermination. Mais par où commencer? Voici 4 étapes essentielles. Petit 1, faites l'état des lieux de votre situation financière actuelle. Nous sommes d'accord, mesdames, je crois que je dis ça à tous les épisodes de ce podcast. Faites l'état des lieux de votre situation financière actuelle. Et voici comment faire. Petit A, évaluez vos revenus et vos dépenses. Quelles sont vos sources de revenus et vos postes de dépenses majeurs? Pour le savoir, prenez votre dernier relevé bancaire. Il est révélateur de vos habitudes de consommation. Utilisez les tableaux de mon livre Fini les dettes pour y noter vos revenus et dépenses majeures et les fiches budget mensuel pour établir votre budget mensuel. Ainsi, vous y verrez plus clair. Petit B, analysez vos dettes et vos économies. Notez tous vos prêts, hypothèques, prêts immobiliers, crédit à la consommation, carte de crédit, ce que vous devez à vos proches, etc. Et comparez-les à vos économies. Où est-ce que vous en êtes? Par exemple, en France, 50% des femmes n'ont pas d'épargne suffisante pour couvrir 3 mois de dépenses en cas de pépin. Petit C, identifiez vos habitudes. Est-ce que vous achetez souvent par impulsion? Sous-estimez-vous certains frais comme les abonnements ou les achats de dernière minute? Faites le point. Identifiez vos habitudes, c'est important. Ici, l'objectif, c'est de prendre conscience de votre situation sans jugement ni culpabilité, mais avec lucidité pour savoir factuellement où vous en êtes. Comme je vous le dis dans le livre Fini les dettes, votre situation financière est factuelle. Il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que vous faites le nécessaire pour l'améliorer.
avancez à votre rythme et restez focus, c'est-à-dire hyper concentré vers votre objectif financier. Et la liberté financière est un excellent objectif financier. Petit 2, fixez-vous un ou des objectifs clairs. La liberté financière est un chemin et non une destination unique. Alors, déterminez les étapes que vous souhaitez franchir. Petit A, éliminez vos dettes. Par exemple, rembourser un prêt à la consommation en 2 ans. Petit B, épargnez en fonds d'urgence. Constituez une épargne équivalente à 3 ou 6 mois de dépenses courantes. Petit C, investir pour votre avenir. Fixez un objectif d'investissement comme épargner 200 € par mois sur un produit financier ou immobilier. Ça peut être plus, ça peut être moins. Le plus important, mesdames, c'est d'investir selon vos moyens réels sans jamais déstabiliser votre situation financière. Vos objectifs doivent être SMART, évidemment, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Par exemple, épargner 10 000 € en 5 ans est beaucoup plus clair que mettre de l'argent de côté. Petit 3, apprenez et formez-vous. La connaissance est le pilier de la liberté financière. La connaissance est le pilier de la liberté tout court. Si vous ne comprenez pas les bases, vous serez facilement influencé ou mal orienté. Voici comment faire. Petit A, commencez par vous éduquer en finances personnelles. Lisez des livres comme Finir les dettes, des articles de blog ou écoutez des podcasts gratuits spécialisés comme celui-ci. Et inscrivez-vous à des ateliers. D'ailleurs, mesdames, vous pouvez partager les meilleurs contenus ateliers que vous connaissez dans la zone des commentaires. Je trouve que c'est hyper intéressant et hyper instructif. Petit B, informez-vous sur vos droits. Par exemple, en France, il existe des dispositifs d'épargne et des crédits d'impôt qui peuvent t'aider à optimiser votre situation. Petit C, trouvez des mentors ou des modèles. Rejoignez des groupes de femmes entrepreneurs ou financières pour partager des expériences et des conseils pratiques. N'oubliez pas, mesdames, se former n'a pas besoin d'être compliqué ni cher. Parfois, un simple podcast hebdomadaire peut vous suffire à vous motiver et à enrichir vos connaissances. Je dis ça comme ça. Petit 4, passez à l'action un pas à la fois. Parce que soyons honnêtes, mesdames, avoir des connaissances à agir, ça ne sert à rien en vrai, ça ne vous mènera jamais nulle part. L'action est la clé, mais évidemment, elle doit se faire progressivement pour éviter le découragement. Respectez votre rythme. Commencez par des changements simples. Ça peut être automatiser votre épargne, vos épargnes, ou réduire vos dépenses, ou au moins une dépense non essentielle. Affrontez vos dettes petit à petit en adoptant par exemple la méthode Snowball, c'est-à-dire boule de neige, qui permet de rembourser vos dettes de la plus petite à la plus grande. À ce propos, j'ai enregistré un précédent épisode sur la meilleure méthode pour se libérer plus rapidement des dettes. Je vous laisse voir ça sur la playlist podcast. Je vous en ai déjà parlé, voilà, j'ai retrouvé les numéros des épisodes, pardon, dans les épisodes 3 et 4 de ce podcast. N'hésitez pas à les réécouter si besoin. Investissez progressivement. Par exemple, placez 50 € par mois dans une épargne ou un investissement à faible risque pour vous habituer au processus. Personnellement, je vous recommande d'investir en or chez Inaya. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Vous pouvez le faire à partir de 50 € justement. N'hésitez pas à me poser vos questions dans la zone des commentaires si vous en avez besoin. Soyez confiante et flexible. Faites le point régulièrement, par exemple chaque mois ou chaque trimestre, pour ajuster votre stratégie. Mesdames, rappelez-vous, ce ne sont pas les grandes révolutions, mais les petits pas qui mènent à la liberté financière. Vous êtes déjà sur le chemin en écoutant cet épisode. Maintenant, c'est à vous d'agir. Et là, nous arrivons à la partie 5, le bilan. Partie 5, bilan. La liberté financière chez les femmes représente plus que l'argent. C'est un état d'esprit. L'état d'esprit des femmes libres qui mettent en place ce qu'il faut pour se sentir, être et rester en sécurité. C'est important, c'est même primordial. Je crois vraiment profondément que chaque femme doit être libre financièrement. Chaque femme doit être libre financièrement. Et je suis convaincue que nous en sommes toutes capables. Pour rappel, voici ce qu'il convient de savoir et de faire pour atteindre la liberté financière quand on est une femme. Ce sont les points les plus importants selon moi. Petit 1, faites le bilan de votre situation financière. Petit 2, déterminez un objectif à atteindre. Par exemple, vous libérez de vos dettes. Constituer une épargne de précaution de 10 000 € en 5 ans. Petit 3, créez un système d'épargne automatisé. Avec l'exemple des 10 000 € en 5 ans, là, vous devrez mettre 167 € de côté chaque mois pendant 5 ans. Petit 4, formez-vous sur l'argent. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué ou cher.
Ça peut même être gratuit, comme avec ce podcast. Petit 5, entourez-vous de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Petit 6, avancez à votre rythme sans culpabilité. Petit 7, ne vous comparez pas à qui que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce que personne sur cette belle planète n'est vous. Il n'y a pas lieu de se comparer à qui que ce soit parce qu'il n'y a que vous qui êtes vous. Bien entendu, je vous conseille de vous libérer de vos dettes le plus rapidement possible. Ce doit être votre priorité si vous en avez. L'argent que vous ne rembourserez plus sera très utile pour votre avenir. Peut-être que ce chemin vous semble long et compliqué, mais rappelez-vous, chaque pas compte, même les plus petits, un pas à la fois. De plus, vous en êtes capable, et ce, quel que soit votre point de départ, quelle que soit votre situation actuelle. Rappelez-vous qu'être libre financièrement ne signifie pas être riche comme Crésus, ni être millionnaire, ni faire partie des 1% de la planète. Non, c'est avoir suffisamment de moyens pour ne pas dépendre d'un salaire, d'un conjoint ou d'un système pour subvenir à vos besoins essentiels. Mesdames, cet épisode est maintenant terminé. Je vous présente mes excuses parce que j'ai bégayé. J'ai bégayé parce que j'ai partagé un moment grave et très émouvant de ma vie en vous parlant de la maman d'Amal. Je vous remercie de m'avoir écouté et si cet épisode vous a plu, qu'il vous a aidé, motivé, inspiré, vous pouvez le partager à au moins une femme que vous connaissez. Je suis certaine qu'elle vous remerciera et moi aussi. Pensez aussi à vous abonner pour ne plus rater un seul épisode. Activez la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je poste un nouveau contenu sur ma chaîne YouTube. Likez et commentez, cela nous permet d'échanger tout en donnant plus de visibilité à mon travail, c'est très important. La semaine prochaine, nous verrons comment dire non aux dettes et aux emprunts. Je vous partagerai avec vous ma philosophie du tout comptant. Ce sera un épisode un peu plus léger. Il s'agit d'un thème qui me tient à cœur car il peut vous aider à vous libérer des contraintes financières qui pèsent inutilement sur vos épaules. Et puis, savoir dire non, c'est important à tout âge. Il s'agit d'une approche qui vous libère du poids des emprunts. Et vous verrez, c'est aussi une approche qui vous libère du poids de choses encombrantes dans cette vie. Je vous dis donc à mardi prochain, ici même à 14 heures. En attendant, mesdames, prenez grand soin de vous et de vos finances. Et n'oubliez pas, la liberté financière est à votre portée. À mardi prochain. Bye bye!